Sur le modèle social, je vais essayer de ne pas être trop long, mais de vous dire quelques convictions. C'est vrai qu'on est parfois questionné ces derniers temps sur des choses très symboliques. Macron a dit un pognon de dingue, etc. Et ça occupe beaucoup de place parfois dans les débats. Et c'est vrai, moi ce week-end encore, je tractais pour cette réunion et on m'a beaucoup interrogé là-dessus. Et parfois en disant, mais en fait, il faudrait qu'il y ait une deuxième année plus sociale après une première année qui aurait été une année libérale. Je voudrais revenir une seconde avec vous sur ce sujet-là parce que moi, je suis en profond désaccord avec cette idée que notre première année aurait été une première année libérale. Mais effectivement, on souhaite avoir une approche des choses qui est un petit peu différente, de se dire que nos politiques sociales, dans ces dernières années, n'ont pas si bien fonctionné que ça. Et quand de temps en temps on me dit mais l'alpha et l'oméga d'une bonne politique sociale, ça serait est-ce qu'on augmente ou pas le RSA, moi je dis non. L'alpha et l'oméga d'une bonne politique sociale, c'est est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui soient au RSA quelques années après. Et tout le projet qu'on essaie de porter, c'est un projet pour remettre de la mobilité dans notre société. Se dire qu'il faut essayer de se battre pour que les enfants qui sont les enfants les plus pauvres aujourd'hui, demain, ça ne soit pas les adultes pauvres. Et ça, c'est vraiment le cœur du projet qu'on essaye de mener. Et ça nécessite d'avoir une grande cohérence. Il n'y a pas de mesure sociale magique, toute seule, qui va régler ce type de difficultés. Ça part de l'éducation, ça passe par la santé, la formation professionnelle, le marché du travail, l'émancipation par le marché du travail. Une politique de mobilité sociale, c'est aussi évidemment la politique de transport, la politique de logement. Tout est lié. Tout est lié et je voudrais vraiment insister là-dessus en disant peut-être quelques mots d'abord sur l'éducation. Je ne veux pas refaire la réunion qu'on avait avec Jean-Michel Blanquer l'autre jour, mais vous dire quelques mots. Quand on essaie de différencier les politiques qu'on applique sur les territoires, on a beaucoup parlé des dédoublements dans les CP. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement concret pour notre circonscription. À la rentrée 2018, il y a 14 classes de CP qui seront dédoublées pour notre circonscription. Et à la rentrée 2019, ça sera au moins le double, puisqu'il y aura les CP et les CE1 dans 6 écoles de la circonscription. Marguerite Long, Pouchet, Bessières, Vauvenargues, Béliard. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes et les parents dans ces écoles-là, c'est des choses qui, je pense, leur parlent parce que c'est le retour qu'on a des enseignants. Oui, ça peut permettre de changer la donne pour des élèves dans la petite enfance quand on investit, entre guillemets, dans l'éducation. Quand on paye mieux les profs qui seront dans des zones d'éducation prioritaires. Quand on permet aux établissements de retrouver de l'autonomie, de se dire que quand il y a une classe bilingue dans un collège d'éducation prioritaire, il faut pouvoir garder la classe bilingue parce que c'est un élément d'attractivité. Par rapport à notre circonscription là-dessus, moi, il y a un dossier qui m'a marqué profondément et sur lequel on a eu nombreuses interactions, c'est sur l'expérimentation de 2 collèges, Berlioz et Coysevox, Berlioz étant sur notre circonscription et Coysevox juste à côté, avec un projet de mixité dans ces 2 collèges. C'est un projet, je ne vois pas ici de parents qui étaient de Berlioz au Coysevox, si vous êtes de l'année dernière. Vous vous rappelez les crispations que ce projet a pu créer. Mais aussi parfois, Coysevox, ouais, à Coysevox, parce qu'on se disait, tiens, nos enfants ils vont aller à Berlioz, qui est le collège le plus défavorisé. Peut-être aussi parce qu'on avait une approche sur ce projet-là en disant, l'alpha et l'oméga, c'est est-ce qu'on met plus ou moins de mixité sociale? Et on ne mettait peut-être pas la réussite scolaire des élèves. Et pourtant, l'année a démarré, elle a bien démarré, l'année s'est bien déroulée dans ces 2 collèges de Coysevox et Berlioz, mais aussi parce qu'on a pu travailler le projet, on pourra en parler évidemment si vous voulez. Ah, votre enfant n'a pas... D'accord. Oui, maintenant c'est mis en place. Et c'est vrai que là où le projet, je pense, est en train de réussir, c'est parce qu'on a su renforcer les moyens pour qu'il y ait 2, je ne vais pas dans tous les détails, mais 2 CPE par collège, pour qu'au fond, on mette la réussite des gamins au centre et comme critère de réussite. Est-ce qu'il y a moins de conseils de discipline? Est-ce qu'il y a moins d'absence? Comment ont évolué les notes? Comment est-ce qu'on met de l'excellence dans tous les établissements? Et donc, mon idée là-dessus, c'est de dire que la mixité, on ne va pas la forcer. La mixité, on va la créer parce qu'il faut qu'on donne envie d'aller et de remettre de l'excellence dans tous les établissements scolaires. Donc, le projet social, il démarre à l'école. Et j'insiste vraiment là-dessus. J'en avais fait une priorité pour la circonscription. On pourra évidemment en reparler. Les sujets de santé, parce que
la politique sociale, c'est d'abord la prévention. Et donc l'école et la santé, ce sont des sujets de prévention. Les sujets de santé sont absolument essentiels. Cette semaine, le président de la République a pu annoncer qu'on avait débouclé 3 dossiers pour proposer un reste à charge zéro sur des soins optiques, dentaires et audio. Ça me semble être une avancée sociale majeure. Alors ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place, c'est d'ici 2021, donc, parce qu'il y a des accords, des négociations à faire, mais c'est une avancée sociale dans ce quinquennat, tout simplement, pas parce que ça va forcément coûter moins cher, mais parce qu'il y a des gens qui ne portaient pas de lunettes et qui vont se mettre à porter des lunettes. Il y a des gens qui ne se soignaient pas les dents et qui vont pouvoir se mettre à se soigner. Et d'ailleurs, c'est, je pense, une bonne politique publique, y compris financièrement, parce qu'on est dans la prévention et qu'on peut avoir ensuite moins d'interventions qui sont les interventions plus lourdes. Et donc, les sujets de santé, vous le savez, dans notre circonscription, ils sont absolument essentiels. On a la problématique de notre hôpital Bichat qui va déménager. Et donc, c'est un projet que moi, je soutiens. On a déjà eu l'occasion d'en parler quelques fois. On pourra rentrer à nouveau dans le détail sur ce sujet-là. C'est un projet qui n'est pas si simple que ça à mener. Vous savez, on a un hôpital qui est assez vétuste, dont la rénovation coûterait cher. Il faudrait mettre une centaine de millions d'euros pour rénover un hôpital Bichat qui est sur un modèle de tour qui n'est pas forcément le bon modèle d'hôpital. Et donc, on a un projet d'hôpital Nord. Ça fait de nombreuses années que l'AP-HP n'avait pas investi dans les hôpitaux du nord de Paris, d'installer un hôpital moderne à Saint-Ouen, à 600 mètres en réalité de l'hôpital Bichat, mais de l'autre côté du périphérique. Et c'est un projet que je soutiens, parce que je pense que c'est ce qu'il faut raisonner en matière d'offre de santé. Est-ce qu'on peut améliorer l'offre de santé, même si notre hôpital n'est plus dans le 18e arrondissement? C'est un sujet sur lequel il va falloir se battre. Moi, j'en fais un de mes dossiers prioritaires, parce que le bouclage financier du projet est compliqué, parce que trouver un site à Saint-Ouen, c'est compliqué. Je vais poser une question au gouvernement l'autre jour sur ce sujet-là. Il faut qu'on arrive à faire avancer, parce que, j'en suis convaincu, ça améliorera l'offre de santé si on arrive à réfléchir aux soins du quotidien, à la santé de ville. Comment est-ce qu'on projette un peu plus l'hôpital dans la ville? Et donc, c'est lié aussi à des réformes qu'on peut voter. Dans le budget cette année de la santé, on a mis l'argent pour doubler le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires. Les maisons de santé pluridisciplinaires, elles sont soutenues par les autorités régionales de santé pour avoir des lieux de santé où il y a des médecins généralistes de toute catégorie d'offres de médecine qui permettent de renforcer l'offre de médecine pour nos arrondissements. C'est une problématique majeure pour nous. Les études montrent qu'il y a la moitié des médecins qui partent à la retraite dans le quinquennat pour notre circonscription. Donc parfois on parle de déserts médicaux dans des zones rurales, etc. Les déserts médicaux, c'est aussi en train d'arriver dans Paris. Et donc c'est une problématique pour nous parce que les médecins, ils ont les mêmes problématiques d'installation que partout ailleurs. Donc il faut soutenir les maisons de santé pluridisciplinaires. Il y en a une, et je soutiens évidemment ce projet-là, qui va s'installer porte de Montmartre. Donc il faut qu'on travaille. Je pense que ça va justement permettre de faire la démonstration qu'on peut avoir un hôpital 600 mètres plus loin, avoir une maison de santé qui est sur l'emplacement du Bichat actuel et avoir la bonne interaction et la bonne offre de santé pour nos concitoyens. Je plaide d'ailleurs, parce que j'interagis beaucoup avec les habitants du 17e, il n'y a pas de maison de santé pluridisciplinaire dans le 17e. On a un nouveau quartier dans la ZAC Clichy-Batignolles qui est sorti de terre et on ne peut que s'en réjouir, mais ça pose beaucoup évidemment de problématiques, et notamment des problématiques d'offres de soins, d'offres de santé. Et donc je verrai l'autorité régionale de santé justement pour essayer de pousser, et on va essayer de le pousser avec les différents élus, et les élus municipaux aussi, pour qu'on puisse plaider pour l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire dans le 17e. Je pense que ça serait évidemment un bon projet. Donc une politique sociale, ça démarre par la prévention. Je disais aussi que c'était une politique de mobilité. Ben, la mobilité, c'est la formation professionnelle. Je suis désolé, mais quand on parle d'emploi aidé, quand on parle de ces politiques sociales-là, quand on se dit qu'on donne un soutien temporaire, mais qu'il n'y a pas de formation qui est liée, eh ben, on ne mène pas une vraie politique pour amener les gens à l'emploi, pour amener les gens à se former, à se développer, à se donner des chances. Et donc, je crois qu'un des sujets prioritaires de ce quinquennat, c'est est-ce qu'on va réussir à remettre à plat la formation professionnelle dans notre pays. On prend la décision d'investir 15 milliards d'euros pour former 1 million de jeunes sans qualification et 1 million de chômeurs longue durée. On le dit jamais. Ben, je vous le dis ce soir, on prend cette décision-là, c'est financé, c'est voté.
On remet à plat complètement nos dispositifs de formation professionnelle. Je passe les détails, mais on avait un système, on pourra en reparler si vous voulez, très complexe. On le simplifie, on donne des droits qui sont directement lisibles pour chaque personne avec un compte, avec de l'argent en euros dessus pour pouvoir se payer sa formation professionnelle. On remet à plat totalement l'apprentissage, qui est quelque chose d'absolument essentiel, de développer l'apprentissage dans notre pays. On a 2 fois moins d'apprentis qu'en Allemagne, alors que ça marche, alors que c'est l'accès à des emplois dont on va avoir besoin demain. Eh bien, on développe, et on a un plan, c'est Muriel Pénicaud qui porte ça, très important pour développer massivement l'apprentissage dans le pays. C'est un bon exemple, pour notre circonscription là aussi, de lier l'apprentissage à l'enseignement professionnel. On a 2 lycées professionnels dans la circonscription, Béliard et Maria de Rème. Ce sont 2 bons exemples. Le lycée hôtelier Béliard, c'est l'exemple type du lycée professionnel qui fonctionne parce qu'il y a une famille de métiers qui est très bien définie et il y a un CFA qui est dans le lycée professionnel. Ça marche. C'est un lieu d'excellence, d'apprentissage pour des métiers de l'hôtellerie qui ont des débouchés qui sont très importants. Ça amène les jeunes à l'emploi. On a un autre lycée professionnel qui est beaucoup plus en difficulté, qui est Maria de Rème, que j'avais pu voir, avec qui j'avais pu interagir. Ben justement, l'offre de métiers est beaucoup moins bien définie. Et donc, je suis convaincu que la réforme qui est portée par Muriel Pénicaud, de se dire, au fond, on va un peu plus tôt donner accès à des familles de métiers mieux définies, mettre beaucoup plus les CFA en lien avec l'apprentissage professionnel, c'est une réforme qui va porter ses fruits et qui va porter ses fruits concrètement dans notre circonscription. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que ce n'est pas les sujets qui sont déconnectés, c'est les sujets pour l'emploi de demain. La mobilité, c'est évidemment le travail. C'est de pouvoir faire en sorte qu'on ait une vraie politique de travail. Et c'est par le travail, en tout cas c'est ma conviction, qu'on aura une politique d'émancipation individuelle. Et donc, toute notre politique, y compris ce qui a pu irriter, et vous êtes un certain nombre d'entre vous à me l'avoir dit, notamment les choix qu'on a fait sur la CSG, d'augmenter la CSG, c'était pour diminuer les cotisations salariales et faire en sorte qu'on arrive à augmenter les salaires nets dans le pays, de faire en sorte que quand on bosse, ça paye mieux. Alors on le fait en 2 temps. Un temps qui a été en début d'année, en janvier, ça n'a pas été hyper visible parce que ça a été pas mal compensé pour ceux qui travaillent par l'augmentation de CSG, et un deuxième temps qui sera en octobre, et là il n'y aura pas d'augmentation de CSG en face, et donc ça sera un petit peu plus visible sur les feuilles de paye. Mais ça c'est absolument essentiel. Il faut inciter ceux qui bossent, on augmente la prime d'activité de 50%. Ça on le dit pas suffisamment, mais le salarié au SMIC, il aura dans ce quinquennat un 13e mois. Et je pense qu'en matière de politique sociale, de réussir à ramener les gens au boulot, de faire en sorte que le salarié au SMIC, son salaire puisse progresser, ben ça me semble être une politique sociale qui est importante. Je dis 2 mots pour aussi dire que la politique sociale, je disais, c'est de mobilité, c'est les transports. Les transports, c'est essentiel dans notre circonscription. Oui, il faut investir dans les transports du quotidien. Et donc, moi, je suis très heureux que pour la ligne 14, les investissements soient pérennisés, même pour prolonger plus tard la ligne 14. Alors ça nous fait tous râler parce qu'on est impatients qu'elle arrive, cette ligne 14. C'est plutôt pour 2020. Et on aura l'occasion, si vous souhaitez, mais peut-être dans l'échange, de reparler des problématiques de transport pour notre circonscription. Je pense que c'est essentiel de se battre là-dessus, sur la ligne 14, sur la ligne 13 aussi, dont on a eu souvent l'occasion de parler, sur les réseaux de bus. Et je suis, je vous le dis, pas très satisfait des réponses que j'ai obtenues d'Île-de-France Mobilité. Donc on va continuer de se battre sur notre réseau de transport. Un mot sur les transports, juste pour illustrer mon propos. On a dans notre circonscription la Traverse, ce petit bus électrique. Il n'y a pas assez de monde dedans, ça coûte très cher, etc. Et donc, on a revu le trajet de cette Traverse. C'est pour moi exactement la manière dont on peut prendre des mauvaises décisions publiques. On dit on a fait une consultation là-dessus. Ben, les gens du quartier de Pouchet, ils ont moins participé à la concertation, peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus éloignés justement des concertations, etc. Ben, le trajet, le nouveau trajet de la Traverse, il passe 4 fois dans les Batignolles, il a complètement écarté le quartier Pouchet. Typiquement, un quartier où les gens, les personnes âgées, très souvent, elles ont besoin, pour aller faire leurs courses, d'avoir ce petit bus électrique, et c'est directement très pénalisant. Je pense que ça, c'est aussi un sujet sur lequel il faut qu'on puisse se battre. Je suis déjà 20 fois trop long dans cette petite introduction sur le social. Vous dire aussi que, évidemment, une politique sociale, c'est une politique pour protéger ceux qui sont moins en capacité d'être en mobilité. Quand on augmente le minimum vieillesse, on l'augmente de 100 € par an,
ben, c'est pas rien. 100 euros par an, pardon, 100 euros par mois. Donc quelqu'un qui est au minimum vieillesse aujourd'hui, il a 800 euros par mois. Ben, demain, il aura 900 euros par mois. On le fait en 2 ans. Idem pour l'allocation adulte handicapé, qu'on augmente là aussi de 100 euros par mois, là aussi. J'en profite aussi pour dire un mot sur le lieu dans lequel on est, et je ne le dis pas suffisamment. J'aime organiser des réunions ici. Bonjour Fadila. Ici, on est dans un lieu qui est absolument exceptionnel, qui est un ESAT. C'est-à-dire c'est un centre d'insertion par le travail pour des personnes qui sont en situation de handicap, qui emploie 150 personnes, qui est pendant la journée un restaurant dans lequel je vous conseille de venir manger, c'est très bon. C'est aussi ce type de politique-là inclusive qu'il faut qu'on arrive à soutenir.